What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur ma chaîne une femme culottée, une femme inspirante, amatrice du jeu Loup-garou. Elle fait partie du top 10 des influenceurs LinkedIn. En plus, elle connaît le copywriting. What else? Nina Ramen, comment vas-tu? Yeah, merci pour cette intro. Écoute, Avec je plaisir. vais très bien, je vais très très bien. Bah, c'est Et super de toi? l'entendre, mais ça va super bien. Moi, je suis ravi de t'accueillir sur cette chaîne, réellement. On a eu l'occasion justement de parler un petit peu en off, et c'est quelqu'un justement, enfin, tu es quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps, depuis mes débuts, même dans le copywriting, où je suis tombé en fait sur une de tes interviews à la base, et tu as été la première réellement à parler de recherche en tant que copywriter, de recherche de prospects, tu sais, pour créer eh bien l'offre ultime, si tu veux, pour tes clients. C'est vraiment là où j'ai trouvé la graine, si tu veux, de copywriters et où j'ai vraiment connecté avec ce que tu disais. Je me dis, putain, c'est vraiment en fait tellement peu courant qu'on parle de recherche, d'exploration en termes de copywriting. Tu sais, on a l'habitude de nous vendre ça un petit peu comme de la vente facile, tu écris, tu vends, et c'est un peu la machine à cash, tu vois, la nouvelle machine à cash du 21e siècle. Mais au final, il y a beaucoup de recherches et tu étais la première à parler de ça, en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir dans le monde du copywriting. Donc, merci encore une fois pour ta participation sur cette petite chaîne. Et j'ai une première question pour toi que je pose à tous mes invités qui m'intéresse grandement et je pense qui intéresse aussi la plupart des gens. C'est Ouais. pourquoi le copywriting? Alors, moi en fait à la base rien ne me prédestinait à être copywriter, tout simplement parce que j'avais -20 en dictée à l'école déjà. Et en plus parce que, si tu veux, même ensuite dans les études supérieures, quand il s'agissait d'étudier des textes littéraires, moi je me reconnaissais pas du tout dans ce que je lisais. C'était souvent des mecs morts depuis plus de 100 ans qui me parlaient de manière qui parlaient des textes et qui faisaient de l'art en fait. Et moi je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Donc le français et les lettres de manière générale, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Jusqu'au jour où en fait j'arrive dans le monde de l'entreprise et j'ai commencé par être recruteuse, enfin, consultante en recrutement en fait. Donc j'étais chasseuse de tête, très très clairement. Et ce premier job, en fait, il s'est passé quelque chose. C'est que je devais recruter des candidats d'un côté et de l'autre côté, j'étais consultante en recrutement. Donc, consultante en recrutement, en fait, ça veut dire commercial en recrutement, hein, très clairement. Ok. Donc, d'une part, je devais aller chercher mes candidats sur LinkedIn et d'autre part, je devais aussi chercher des clients pour être missionnée, pour aller recruter des candidats. Et j'étais payée pour ça. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est à ce moment-là que je me suis confrontée au fait qu'en fait, les gens ont autre chose à faire que de répondre. Et notamment sur LinkedIn, les candidats qui sont, surtout les bons candidats, en fait, ils sont occupés à être bons dans leur métier. Et donc, si toi, tu veux, en tant que recruteur, être écouté, si tu veux avoir une chance d'avoir un candidat qui te répond, d'avoir un entretien avec ton candidat, qui n'est pas candidat, hein, qui est juste sur LinkedIn à la base, et Mhm. ben, il faut que tu arrives à le convaincre d'avoir un rendez-vous. Donc là, c'est Et vraiment en ça, fait et l'aspect. ça en fonction du, ouais. Et ça, en C'est. fonction du message que Mhm. tu vas envoyer, Mhm. et ben en fait, tu vas avoir soit 80% de réponses, soit 10% de réponses. Et ça, j'ai très vite compris. Et donc là, tu vois que, et côté commercial, c'est pareil. Il faut obtenir un rendez-vous commercial. Donc finalement, c'était à peu près la même chose, côté recrutement et côté commercial. Et là, ce que tu vois, c'est que je suis rentrée dans deux sphères. La première, c'est celle du copywriting, comment écrire des messages et obtenir des réponses. À l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait du copywriting. En fait, je ne connaissais pas le mot. Et pourtant, c'est ce que je faisais. Et la deuxième sphère à laquelle j'ai touché à ce moment-là, c'était LinkedIn. Et encore aujourd'hui, c'est mon canal principal d'acquisition dans mon job. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très singulier de se présenter justement sur LinkedIn et de réussir sur ces réseaux-là en tant que copywriter. C'est vraiment là ta niche. Ouais, exactement. En fait, moi, je suis tombée là par hasard parce que je cherchais des candidats. Donc, j'étais Mhm. recruteuse, donc forcément, c'était mon endroit de prédilection à l'époque. C'était le réseau, ouais. Après, moi,
moi, je ne pense pas que LinkedIn soit un meilleur réseau qu'un autre. Je pense qu'en fait, il faut juste savoir où est sa cible. Et moi, en l'occurrence, ma cible, elle était sur LinkedIn parce que c'est des gens qui potentiellement étaient en recherche d'emploi. Demain, si je devais vendre demain, si je devais vendre, je sais pas moi, une prestation sur du design graphique, il va probablement que j'irai plus sur Instagram parce que c'est l'endroit où potentiellement les gens qui sont plus sensibles à ce qui est visuel et les gens qui s'intéressent au design ou qui pourraient être intéressés par mes prestats, ils se situent davantage sur Instagram, par exemple. Alors, je dis n'importe quoi pour le coup, mais c'est un exemple comme un autre. L'idée, c'est de dire surtout que je suis arrivée, moi, sur cette plateforme par ce biais-là. Probablement que si ma cible avait été d'autres personnes que des candidats, et ça n'aurait pas été LinkedIn. Et donc aujourd'hui, comme tu me l'as dit, tu ne travailles plus pour cette entreprise. Donc au final, LinkedIn, est-ce qu'il y a toujours un aspect, que tu as réussi justement à créer, vu que tu es dans le top 10 des influenceurs, d'influenceuses de LinkedIn. Déjà, moi j'ai été étonné que je ne savais pas qu'il y avait des influenceurs. Je ne sais pas si c'est le bon terme qu'ils emploient, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce noyau justement sur LinkedIn et sur est-ce que tes clients maintenant aujourd'hui se trouvent là-bas ou est-ce que justement tu as créé cette niche-là et tu vas rester sur LinkedIn ou tu vas plutôt migrer sur d'autres réseaux comme Instagram, Facebook et peut-être développer d'autres choses, d'autres projets? Moi, je crois à la stratégie un seul canal d'acquisition. Je n'ai pas envie de disperser mes forces. En fait, si parmi les gens qui nous écoutent, ils ont déjà une audience sur Instagram ou sur Facebook, moi, je leur dirais plutôt de rester sur ces canaux-là. Moi, c'est là où j'ai développé mon audience. Et donc, aujourd'hui, si je changeais de plateforme, je devrais repartir de zéro. Et donc, je n'ai pas d'intérêt à le faire puisque mon audience est déjà développée là-bas. Donc, pour la question, est-ce que j'ai l'intention de développer d'autres canaux? Aujourd'hui, non, parce que moi, je trouve la méthode, la stratégie unicanal, je la trouve très bien, au lieu de répartir. D'être concentré sur un endroit vraiment focus. Voilà. Exactement. Et sur ta deuxième question, est-ce qu'il y a des influenceurs sur LinkedIn? Non. Tout simplement parce que les influenceurs, en fait, le business model des influenceurs, en fait, c'est de développer une audience la plus large possible et après d'être payé pour potentiellement mettre de la sponsor sur leur publication. Donc, en fait, quand le business model des influenceurs, c'est de vendre de la publicité. C'est un peu comme des gros panneaux publicitaires et puis, en fait, sur lesquels on met de la publicité, quoi. Ouais, c'est et ça, ce modèle, il existe très peu sur LinkedIn, alors que sur Instagram, il existe quand même pas mal. Et donc, c'est pas influenceur en termes de business model si on se cantonne au fait que les influenceurs n'ont que ce business model-là. Non, c'est pas influenceur. Par contre, si on dit qu'il y a des gens qui ont une grosse audience et qui ont de l'impact dans ce réseau, oui, il y a une question d'influence dans le sens où moi, j'ai 30 000 personnes, ça fait partie des gros comptes sur LinkedIn. Voilà, dans ce sens-là, dans le sens surface, oui, j'ai une surface sur LinkedIn. Après, je ne suis pas sur le même business model que les influenceurs. Ok. Et sur donc, le réseau, tu l'as constitué grâce à cette entreprise. Est-ce qu'on peut citer son nom, vu que tu viens de partir? Alors, mon réseau, moi, je l'ai créé en fait au fur et à mesure de mes expériences de salarié. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, disons que, en fait, avant de rejoindre Germinal, j'étais à l'école du recrutement et quand je suis arrivée chez Germinal, j'avais 15 000 personnes en abonnés. Bon, là, j'en ai 30 000. Je ne partais pas non plus de zéro, en fait. Ouais. Donc, à partir du moment, je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui sont encore salariés, mais si c'est le cas, quand on est salarié, c'est le meilleur moment pour développer son audience et pour finalement intégrer un réseau, peu importe lequel c'est, parce que on est payé pour, quoi. Enfin, on n'est pas payé pour ça, mais je veux dire, on est payé. Et donc, rien n'empêche de développer son audience pendant qu'on travaille encore. Et moi, c'est ce que j'ai fait, que ce soit à l'école du recrutement ou chez Germinal, j'ai toujours développer en fait cette audience-là en même temps que je faisais mon job. Et très très clairement, c'est ça qui me permet, le jour où je me suis lancée, parce que là je me suis lancée, j'ai ma boîte de copywriting. On va en parler justement.
le copywriting. Et en fait, aujourd'hui, j'ai développé une audience de personnes qui me connaissent, qui me lisent depuis 5 ans. Il y a des personnes qui me disent « je t'ai connu à l'école du recrutement » et qui aujourd'hui, en fait, suivent encore mes aventures. Et en fait, c'est ça, créer une audience. Donc, il n'y a pas de… Ce que je veux dire, c'est que ce que je veux souligner, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour lancer une audience. Ce que je veux dire, c'est que faut le faire dès que tu peux, parce que même si t'es pas salarié, que tu sois salarié ou pas, ça te servira le jour où tu te lanceras à plein temps, c'est sûr. Donc, quelle serait ta stratégie si aujourd'hui, pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être ont une certaine timidité ou qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent aussi rentrer dans ce monde du copywriting, par où commencer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, si tu devais partir de zéro, avec zéro audience, s'ils devaient être salariés et qu'ils aimeraient basculer aussi pour ce travail un petit peu passion, parce que je pense qu'on est un peu tous dans le domaine du copywriting à ne pas savoir réellement ce que c'était à la base, et d'être rentré là-dedans en mode what the fuck is this, et de se dire putain, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, si la personne, justement, elle se dit peut-être avec des croyances limitantes, je ne sais pas quoi dire, développer un réseau, pourquoi faire? Est-ce que toi, aujourd'hui, ça t'aide, ce réseau-là, justement, quand tu as fait la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat? Ouais, moi je pense que s'il y a une compétence qu'il faut développer aujourd'hui, si les gens qui nous écoutent veulent entreprendre, c'est l'écriture. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'écriture dans tout, en fait. Si tu veux vendre un produit en ligne, le but du copywriting, c'est quoi? C'est de faire cliquer des gens sur des boutons. En fait, c'est aussi simple que ça, grâce à des mots. Basique. Donc, voilà. Donc, si le bouton en question, c'est le bouton acheter, ça va te rapporter de l'argent. Si le bouton en question, c'est liker ou follow, tu vas liker ou follow. Si le bouton en question, c'est postuler, tu vas amener les gens à postuler. En fait, le copywriting, c'est un vendeur, c'est quelqu'un qui va t'amener à déclencher une action alors qu'il est à des milliers de kilomètres. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que arriver à convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose, quand je dis acheter, c'est au sens large, quand tu arrives à convaincre quelqu'un de quelque chose et qu'il n'y a que toi, tu ne pourras jamais convaincre une seule personne à la fois. Même si tu es en conférence, ok, allez, tu arrives à aller sur un stage et tu fais une conférence devant 300 personnes, ce qui est déjà énorme, tu n'auras jamais atteint que 300 personnes. Alors que si tu apprends à écrire, moi j'ai fait des posts, des publications pour le coup, qui ont fait des centaines et des milliers de vues. Donc jamais dans ma vie, j'aurai l'occasion de porter mon message de manière aussi large. Et donc tout simplement, le fait d'écrire te permet de transmettre ce message, aussi bien que le fait de faire des vidéos, hein, évidemment. Mais l'écriture, disons que toutes les plateformes sont faites pour ça. Je dirais que Facebook, que ce soit même parfois sur YouTube, tu vois, quand tu veux pousser des gens en dessous de ta vidéo, potentiellement, tu vas envoyer des gens sur ton site internet parce que derrière, tu veux vendre, imaginons. Il faut bien que, en fait, tu ne peux pas juste balancer un lien et dire aux gens démerdez-vous, tu vois. Donc, même quand tu fais de la vidéo, même sur YouTube, en fait, tu dois avoir cette partie de copywriting pour accompagner les gens dans ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et en fait, le copywriting, c'est une discipline qui existe, qui n'est pas récente. C'est une discipline qui existe depuis les années 50. Si vous regardez la série Mad Men, en fait, Peggy Olson, qui est la première, l'actrice principale, en fait, ce qu'elle fait, c'est du copywriting. C'est d'écrire pour vendre. Et de manière large, en fait, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre de manière générale, en fait. Donc, si je devais conseiller quelqu'un, si c'était ça sa question, et pourquoi créer une audience? En fait, si tu n'as pas d'audience, tu n'as personne à qui vendre, en fait. Donc, si tu as envie de vendre un produit, peu importe le produit, il faut d'abord que tu aies une audience, en fait, parce que sinon, tu n'as personne à qui… À part prendre ta mallette et aller faire du porte-à-porte, je ne suis pas sûre que c'est ce que tu as envie de faire, potentiellement parce que tu n'habites pas dans une grande ville, parce que, etc. Tu peux, mais disons que constituer une audience, c'est un moyen d'avoir des gens qui s'intéressent à ta thématique, à qui tu peux parler tous les jours, ou toutes les semaines, peu importe, et qui, potentiellement, un jour, achètera peut-être ton produit. Tu as dit quelque chose d'ultra intéressant, qui est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent justement de partager notre message. Lorsqu'on parle même de copywriting, au-delà de ça, on communique, on veut transmettre. La source, l'ADN même, c'est la transmission en fait de valeurs, de messages. Et comme tu l'as souligné, on ne peut pas avoir la même viralité
dans une conférence que sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec toutes ces plateformes qui nous permettent à chacun de trouver un petit peu aussi notre, je dirais, peut-être notre plateforme où on se sent le plus à l'aise. Parce que tu dis justement l'écriture, et il y a exactement, par exemple, le Facebook, Instagram, qui est plutôt visuel, où tu peux mettre un petit texte en dessous. Il y a YouTube, où on peut écrire justement des vidéos, où on peut justement transmettre en fait nous-mêmes, en fait, si tu veux. Je ne sais pas comment Peu importe qui tu l'exprimer. es, peu importe qui tu es, il y aura forcément un canal qui va te correspondre en fait. En fait, il ne faut pas essayer de s'adapter à ton canal. Faut prendre le canal qui est adapté à toi en fait. Et donc effectivement, comme tu dis, si toi, ton délire c'est plutôt d'avoir du visuel et t'es bon là-dedans et c'est ça qui t'éclate, va sur Instagram. Et il y a aussi autre chose, tu vois, tu me demandais de comment faire pour surmonter ces barrières mentales sur l'écriture. En fait, les barrières mentales, il y en a 3. Il y a j'ai peur du ridicule en postant. J'ai peur de faire des fautes j'ai peur de faire des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Mm-hmm. Il y a j'ai pas d'idée. Et il y a j'ai pas le temps, globalement. Mm-hmm. Donc ça fait 4. Alors, non, parce que je mets les fautes d'orthographe dans la partie la peur du ridicule. D'accord, ok, pardon. Et on peut le mettre. Ouais. Premièrement, la peur du ridicule, en fait, ce qu'il faut savoir, premièrement, on va commencer par le manque de temps. Imagine que tu manques de temps. Tu dis, j'ai pas le temps. En fait, si tu n'as pas le temps d'aller chercher des prospects, c'est qu'en fait, tu n'as pas le temps de monter une boîte. Donc, oublie, en fait. Si tu dis que j'ai pas le temps d'écrire, si tu dis que j'ai pas le temps de me constituer une audience, oui, en fait, c'est la première chose que tu dois faire avant même de créer ton produit. Je vais juste te raconter une histoire à ce sujet. Et moi, la formation, j'ai vendu une formation au copywriting, qui a généré 45 000 € de chiffre d'affaires. Et cette formation, je l'ai vendue. Merci. Cette formation, je l'ai vendue avant de la créer, en fait. Donc, ce que j'avais, c'est que j'avais une page de vente. J'ai envoyé les gens sur la page de vente. Ils ont payé. Et en fait, après, j'ai créé la formation. Donc, ceux qui disent « faut que j'ai un produit avant de vendre », en fait, ils se trompent. Il faut d'abord vendre et après créer le produit. Sinon, tu risques d'avoir passé 3 mois à créer un produit qui ne se vendra jamais. Je suis totalement première d'accord. Étape, aller chercher une audience. Ça, c'est la première étape de la vie de toute personne qui veut vendre un produit, quel que soit le produit. Même si c'est un produit physique, tu peux parler de ton produit, et c'est ça l'avantage du copywriting et de l'écriture et de vendre sur Internet, c'est que tu peux vendre un produit avant de l'avoir dans les mains. Donc ça, c'est la première chose, c'est j'ai pas le temps. La deuxième, c'est j'ai peur du ridicule. J'ai peur du ridicule. Il faut savoir que les algorithmes, peu importe la plateforme sur laquelle vous publiez, les algorithmes, en fait, sont assez bien faits pour que ce qui est nul meure. Tu ne prends aucun risque à publier parce que ce qui est nul meurt. Je répète, qui est nul meurt. Pourquoi ? Parce que les algorithmes sont assez bien faits pour pousser énormément, créer des boucles de viralité positive vers des posts qui créent beaucoup d'engagement. Donc, plus tu vas avoir de gens qui vont s'engager, qui vont trouver ça intéressant, plus ça va être montré. Et si ton post, il fait 3 likes ou 3 commentaires, ou voilà, en fait, finalement, ce qui se passera, c'est que personne ne le verra dans son fil d'actualité. Donc, l'algorithme, il pénalise en fait ce qui ne fonctionne pas, et c'est tant mieux parce que toi, tu peux poster des trucs dans ton coin que personne ne voit, tout le monde s'en fout. C'est un peu comme quand tu trébuches dans la rue, toi, tu as l'impression que tout le monde t'a vu, mais en fait, personne t'a vu, tout le monde est en train de regarder son téléphone. Donc, c'est un peu un égo trip de penser que tu vas être ridicule parce que finalement, personne ne te regarde. Et la dernière chose, c'est le manque d'idées. Et donc, pour ça, je vais donner une astuce. La plupart des gens qui manquent d'idées, en fait, c'est pas qu'ils ont moins d'idées que les autres. C'est pas que les gens qui publient du contenu ont plus d'idées. C'est que, en fait, la différence entre ceux qui ont des idées et ceux qui n'en ont pas, c'est que ceux qui les montrent, en fait, les notent. Donc, dès qu'on a une idée, il faut la noter parce que les bonnes idées viennent toujours sous la douche. Et pourquoi sous la douche ? Parce que c'est le moment où on ne peut pas écrire, évidemment. Donc, tu oublies ton idée et après, tu es sorti de la douche, tu as oublié ton idée, tu es là. Qu'est-ce que j'avais dit déjà ? Donc, toujours noter. Moi, je suis une malade du fait de noter les choses. Dans mon téléphone, j'ai une application sur laquelle je note tout ce que tout ce dont j'ai besoin, même si c'est des idées dont je ne me resservirai pas. Au moins, elles sont notées. Et ça coûte rien. Et c'est comme ça qu'après, une fois que vous voulez écrire, vous pouvez aller piocher dans ces idées-là.
Totalement. Tu as tout résumé. Et c'est quelque chose aussi, et là où je te rejoins, mais totalement. Et je pense qu'on a aussi cette notion-là parce que je me connecte beaucoup au fait que tu faisais beaucoup de fautes d'orthographe quand tu étais jeune. Moi aussi, c'était pareil. Si je disais aujourd'hui à ma prof de français, écoutez, je suis copywriter et je vis de ça, je crois qu'elle ne me croirait pas. Tu vois. Et vraiment parce que les fautes d'orthographe, c'est un peu le démon, tu sais. Mais aujourd'hui aussi, et c'est pourquoi c'est une fausse croyance, il y a tellement d'outils de correction d'orthographe pour checker, pour regarder, etc., que ça ne sert à rien non plus de vouloir tout caler. Et il y a quelque chose aussi où on oublie souvent parce que parfois il m'arrive de montrer mes textes à ma mère. Elle me dit, mais attends, mais ça tu peux pas dire, etc. Et en fait, ce qu'on oublie souvent avec le côté copywriting, c'est qu'il faut que ça reste conversationnel et que c'est comme avoir une conversation avec tes prospects. Et donc avoir des règles grammaticales qui te font passer pour, tu vois, le génie de service en français, ça ne sert à rien, que ce soit pour la vente, que ce soit pour faire passer un message. Si on regarde même, je ne sais pas si tu avais vu ça, le côté Trump, qui parlait justement pour des personnes de primaire, presque. Tu vois, des enfants pouvaient comprendre son message. Tu vois, build the wall, tu vois, construire le mur, quoi. Vraiment, le mec, il n'allait pas s'emmerder à faire des, des, des métaphores, des trucs comme ça. Il allait vraiment à l'essentiel et il avait ce ton-là très conversationnel et très proche de ses prospects et de ses clients. Et ce que tu dis, justement, je pense qu'on a beaucoup de peur, de croyances. Et comme tu l'as dit, ces trois-là sont très, très importantes lorsque tu écris, lorsque tu veux écrire, même pour vivre finalement, pour faire du copywriting. Mais et c'est une notion que je n'avais pas, que tu as donnée, c'est que l'algorithme aujourd'hui est tellement puissant qu'au final, balance des choses, regarde si ça marche, regarde si ça ne marche pas. Tu ne sais pas. Si ça se trouve, c'est un truc de génie que tu as, tu vois, et que tu gardes pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de passer à l'action, de peur, comme tu l'as dit, de regarder les autres, et de peur, et surtout, toi qui es d'ailleurs, et c'est rare d'avoir justement des femmes qui prennent la parole, qui sont déjà dans le copywriting, et je suis très honoré de t'avoir ici. Et ce n'est pas pour faire une généralité, mais les femmes, et ça c'est vu, il y a eu des, des études scientifiques sur ça. Est-ce que tu connais l'impuissance acquise? Est-ce que ça te Non, parle? Non? non. Il y a eu des études sur ça, tu sais, avec par exemple les filles qui étaient nulles en maths, en fait. Parce qu'on leur disait depuis petit, ah, bon, ça sert à rien, je suis nulle en maths. Et en fait, elles se disent ça elles-mêmes. Et donc, elles apprennent à être nulles en maths. Et en fait, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le fait d'avoir ces croyances limitantes-là et de parler donc aux enfants, d'avoir des croyances aidantes et de dire aux filles, mais non, vous n'êtes pas nulles en maths, vous arrivez, etc. Et on a pris une classe où on disait bah, les filles ça sert à rien, les maths c'est pas fait pour vous, etc. Et on a pris une classe où eh bien les maths c'est fait pour vous les filles aussi, vous avez le même niveau que les garçons, etc. Et ils ont remarqué que les différences en fait étaient énormes, que les filles dans la classe justement avaient cette impuissance apprise. C'est un peu l'effet Pavlov. C'est le fait de croire justement que parce qu'on a subi en fait, par exemple des fautes d'orthographe, voilà. Typiquement, on prend ton exemple, on prend mon exemple. On est nul en faute d'orthographe. Ok, ça, le français, ça sert à rien. On n'est pas fait pour ça. Et on va s'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Et, et là où je voulais en venir, c'était qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'arrête trop à ce. Et comme tu l'as dit aussi, c'est le côté ego trip en mode perfectionniste, en mode merde, alors je vais paraître pour un con, je vais faire ça et puis on va se moquer de moi, je vais avoir une faute que j'ai pas vue et on va me le reprocher. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Au final, la vraie question à se poser, c'est ok, je fais une faute, qu'est-ce qui se passe? Je fais une faute d'orthographe, qu'est-ce qui se passe? Ma vidéo, elle flop, qu'est-ce qui se passe? Parce que ma vie, elle change. Il n'y a rien, quoi. Tu vois? C'est tout des barrières, un petit peu comme si tu avais des lunettes, tu vois, mentales, et que tu te mettais toi-même tes propres limites, si tu veux. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, moi, mon post le plus vu du mois de septembre, il a fait 150 000 vues. Il y a une faute d'orthographe au troisième mot. En fait, le but du copywriting, ce n'est pas de faire de l'art, c'est de vendre.
à partir du moment où tu as intégré ça, le copywriting n'est pas de l'art, c'est de la vente. Voilà. À partir du moment où tu as intégré ça, bah, tu comprends que si ton message n'est pas compris, ça ne sert à rien. Si ton message n'est pas clair, ça ne sert à rien. Si ton message ne vend pas, ça ne sert à rien. Tu ne fais pas du copywriting, tu fais de l'art. Tu peux écrire un roman, c'est très bien aussi. Moi, je trouve ça très cool. Voilà. Le copywriting, il y a cette idée d'écrire pour vendre, pour engager. Donc, très clairement, les fautes d'orthographe, alors oui, c'est mieux de ne pas en faire, mais ça n'empêche pas d'avoir du succès, parce que le succès se mesure à l'engagement que tu vas créer. Ton succès ne va pas se mesurer à quel point ta mère va te dire que ton texte est beau. Ton succès, il va se mesurer à quel point ta page de vente convertit, à quel point ton post est partagé. Et l'avantage du copywriting, c'est que tu peux très facilement rendre les choses objectives, en fait. Parce que tu mesures tout. Si tu ne mesures pas ce que tu fais, tu ne fais pas de copywriting. Donc, il y a cette notion de à quel point tu vas mesurer ce que tu fais, et c'est ça ton indicateur de performance, c'est tout. Donc, c'est très égocentrique de penser qu'on est particulièrement nul ou qu'on est particulièrement bon. La seule question, c'est est-ce que ça fonctionne ? Ouais, la seule métrique, c'est ça. C'est vraiment, déjà en copywriting, vu que c'est la vente, est-ce que ça vend ? La première question. C'est tout simple. Combien j'ai fait d'ouverture, combien j'ai fait de taux de clic et combien j'ai vendu de produits. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Et comme tu l'as dit, c'est ensuite, très... sur la partie que les femmes ne prennent pas la parole, pour le coup, c'est un autre sujet, mais je rebondis quand même dessus. Effectivement, bien sûr, vas-y, on est là pour ça. Effectivement, en fait, quand tu es une femme, globalement, on donne moins de crédit à ce que tu te dis inconsciemment. En fait, il y a une étude qui a été menée où on présentait un cas d'étude à des étudiants d'Harvard. Et dans un cas, en fait, c'était un cas d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse. Dans un cas, ils l'ont appelé Heidi, dans l'autre cas, ils l'ont appelé Howard. Et ils demandaient leur avis aux gens. Dans les deux cas, la classe était d'accord pour trouver les deux personnes aussi compétentes, mais dans un cas, les femmes étaient perçues comme trop politiques et imbues d'elles-mêmes, et dans l'autre cas, les hommes étaient perçus comme étant géniaux. Donc, il y a un jugement par rapport aux femmes qui n'est pas le même. Déjà, tu peux écrire le même texte en signant un homme ou en signant une femme, l'impact, notamment quand tu es CEO d'une boîte, que ce soit une start-up ou que ce soit toi-même, déjà, c'est différent. Et ça me fait penser à ce copywriter hyper connu, c'est Gary Albert, il me semble, qui a écrit une copie qui est très intéressante, où il a vendu des milliers de dollars avec cette copie. En fait, c'est une copie où il disait dans cette copie qu'ils avaient trouvé un blason, et qu'en fait, ce blason, il appartenait au nom de famille de la personne, donc de la personne. Donc moi, imagine, je reçois une lettre écrite, ah voilà, le blason ramène, on a retrouvé ça, etc., etc. Et en fait, il envoyait cette lettre, et les gens, ce qui se passait, c'est qu'en fait, il prenait juste les noms de famille les plus connus, genre McDonald's aux États-Unis, et en fait, il l'envoyait à des milliers de personnes. Donc là, il a fait quelque chose, il a fait de la segmentation, donc il a segmenté en fonction du nom de famille de la personne, et il a joué sur l'ego en disant, waouh, on a trouvé votre blason, en fait, c'est une famille qui date d'il y a très longtemps. Et la troisième chose qu'il a faite, qui était intéressante, c'est qu'il l'a signé de la main de sa femme, qui s'appelle Nancy. Et pourquoi il a fait ça ? Parce que, pour donner l'effet que, en gros, c'est vraiment la femme au foyer qui écrit sur le coin de sa cuisine, alors que c'était clairement industrialisé. Ça permet de générer des centaines de milliers de dollars. Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que, alors là, c'était une expérience plutôt positive dans le cas où, pour le coup, c'était plutôt positif que ce soit une femme qui l'ait écrite. Et encore, parce que c'est plutôt pour donner le rôle d'artisanat, un petit peu de femme au foyer qui lit ça qui écrit ça dans sa cuisine. Mais tout ça pour te dire quoi ? Pour te dire que, en fait, quand tu écris un message et déjà été une femme, en fait, le message est déjà perçu différemment. La deuxième chose que je voulais dire, quand tu disais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont copywriters, c'est faux. Mais elles ne se montrent pas, c'est ça que je veux dire. Il y a énormément de femmes qui sont copywriters. La différence, il y a deux différences. La première, c'est qu'elles prennent moins la parole, effectivement. C'est ça. Et l'autre différence, c'est quand les personnes invitent des gens, ils n'essayent pas de se creuser la tête, ils pensent à la personne qui va être dans leur top of mind, et ils vont majoritairement prendre un homme
en exemple. Et donc là, le sondage, pardon, le classement d'influenceurs LinkedIn. En fait, la personne qui l'a créé m'a expliqué, déjà, moi j'ai dit qu'il n'y avait que 20% de femmes dans ce classement, ce qui est la réalité. Donc il y avait un top 150. Sur le top 150 des personnes qui prennent le plus, enfin qui sont considérées comme des influenceurs LinkedIn, il n'y a que 25% de femmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en parlant avec la personne qui a créé ce classement, il m'a dit que, en fait, il y avait que 25% de femmes parce qu'en fait, les femmes, lui, il explique, postent 2 fois moins souvent. Les femmes qui postent 2 fois moins souvent. Donc, il y a vraiment cette notion de, en fait, en termes de volume, elles font moins. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail qui est à faire des deux côtés. La première, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui prennent la parole, et tu me laisses l'occasion de le faire aujourd'hui, et je te remercie pour ça, à des personnes qui le font, et pour permettre à celles qui n'osent pas le faire de le faire, et de se dire, ok, en fait, ça existe, c'est possible et tout, ça en est aussi des modèles. Et d'autre part, moi, c'est ce que je fais, essayer d'apporter un maximum de valeur, de formation à des personnes qui veulent le faire, et à des femmes notamment qui veulent le faire, et les encourager dans cette voie. Voilà. Alors, le côté où il y a moins de femmes, c'est vraiment ça que je voulais dire. C'est pas le côté il y a beaucoup moins de femmes copywriters et voilà, on vous enterre, mais c'est plutôt le côté où il n'y a pas beaucoup de femmes copywriters qui prennent la parole, tu vois. Et, oui, et c'est... alors, dommage, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez... Et tu verras, au niveau psychologique, pas normal, mais très connu, je dirais. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'homme en général, et tu me dis si je me trompe évidemment, hein, mais l'homme en général va être, par exemple, si je devais prendre l'exemple d'une augmentation, ok? L'homme en général, il va toujours être là, même moi, si je ne sais pas faire, je vais avoir l'augmentation, je vais faire les trucs, etc., je vais apprendre. La femme, elle va plutôt être en mode réticente, en mode, non mais attends, moi, je ne suis jamais sûr de moi. Moi, je ne suis pas sûr, tu vois, de ce que je... Ah, mais non, peut-être que j'ai encore besoin d'apprendre. Et l'homme est plus dans l'action, la femme est beaucoup plus dans la retenue. Tu vois aussi? Je pense que ce à quoi tu fais référence, je me permets de t'interrompre, ce à quoi tu fais référence, c'est une étude qui montre qu'en fait, les femmes postulent quand elles sont sûres d'avoir 100% des compétences, alors que les hommes postulent à partir du moment où ils ont 60% des compétences. Donc, alors, j'ai pas vu cette étude, mais ça montre que voilà. Ouais. Voilà, il y a ça, et il y a une autre étude. Donc, c'est une autre étude qui montre que 47% des hommes négocient leur premier salaire, donc le salaire de leur première embauche, contre seulement 7% des femmes. Donc, les hommes ont plus, en fait, cette culture de la négociation. Donc là, tu as deux études. La première qui montre qu'en fait, les femmes, elles vont attendre d'être ultra compétentes pour prendre la parole. Donc ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et le deuxième, c'est effectivement à quel point, en fait, on t'a éduqué à demander, à prendre, en fait. À prendre, même si on ne te le donne pas, à le prendre. C'est-à-dire, la négociation, c'est « OK, je te donne ça. Non, vas-y, viens, on fait plus. » Et à prendre, et non pas juste à accueillir ce qu'on te donne et à dire « OK. » Donc, c'est ces deux études, pour le coup, qui sont assez connues sur l'inégalité qu'on peut avoir de par l'éducation qu'on a reçue. Et en fait, il n'y a pas de gène de la négociation. Le gène de la négociation n'existe pas. La preuve, il y a des femmes qui savent négocier, il y a des hommes qui ne savent pas négocier. Il n'y a pas de gène de la négociation, il n'y a pas de gène au sens génétique du terme, de confiance en soi. En fait, c'est des structures sociales qui nous ont, nous, amenés en tant que femmes à plus facilement accepter ce qu'on nous donnait, à moins revendiquer. Et ce qui est intéressant derrière ça, c'est pas de se dire ok, les femmes font moins que les hommes font moins, c'est qu'en fait, c'est de voir à quel point en fait, c'est structurellement, en termes de société, comme ce que tu disais avec l'exemple de l'école et de la maternelle, donc enfin, pas de la maternelle, mais de l'école sur les mathématiques, à quel point en fait l'environnement dans lequel tu grandis peut te conditionner sur ta propre perception de toi et un peu ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Exactement. Les prophéties autorisatrices. Donc voilà, je pense que c'était pour juste les deux exemples que tu cites, en fait, il y a des études qui ont été faites pour le coup. Okay. Donc très clairement. Donc tu appuies ce que je dis, ouais, c'est vraiment ça, c'est que cette différence-là, elle est encore plus soulevée par ce biais-là, quoi. Et justement, mettre des femmes en avant, est-ce que toi, tu as ressenti cette différence aussi dans le copywriting quand tu t'es lancé, ou avec ton audience, tu ressens pas trop ça et tu es vraiment soutenu dans ton projet entrepreneurial, justement?
Moi, j'ai la chance d'avoir des gens super avec moi parce que, en fait, ils m'ont vu évoluer et au fur et à mesure de mon évolution, ils m'ont vu prendre confiance en moi aussi, je pense. Et moi, j'ai toujours été assez OK avec le fait de dire que je galérais, le fait d'assumer ma vulnérabilité, en fait. Et, euh, et donc ça, je pense que j'ai une audience qui est ultra cool et ultra bienveillante. Donc après, ça se construit. Ça se construit sans vouloir. En fait, c'est ça un petit peu le truc qu'il faut voir derrière le copywriting, c'est que si tu essaies toujours de vendre et de dire, tiens, en fait, si tu te balades dans la rue et que tu croises des gens et que tu dis, tiens, mon produit, bah, tout le monde va te dire, non, en fait, va te faire voir, moi je fais du TPA, je fais C'est bon, casse-toi. Ouais, vraiment. tu vois, mais c'est comme un relou, c'est comme un relou qui vient te draguer dans le métro, en fait, tu vois, c'est la même chose. Ah, le C'est si tu vas copywriting voir peut quelqu'un, s'utiliser. ouais, ouais, non, mais en fait, si tu vas voir quelqu'un, en fait, on se permet de faire des choses à l'écrit qu'on ne se permettrait jamais de faire à l'oral. Or, c'est exactement les mêmes codes. Si tu te balades dans le métro, que tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, hey, salut, tu peux me passer ton numéro, tu as 90% de chances pour que la personne te dise non. C'est pareil sur Internet. Si tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas, que tu lui envoies un email en lui disant salut, tu vas acheter mon produit, il va te dire va te faire voir, en fait. Nous, pour le coup, c'est quelque chose que les femmes, on connaît bien. Donc, en fait, on a peut-être plus cette notion de consentement, j'en sais rien. Mais en fait, en tout cas, tu as vraiment ce sujet de à quel point, en fait, tu vas accepter que la personne ou pas te parle. Donc, la première chose qu'il faut recueillir, c'est le consentement de la personne à te parler, tu vois. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a vraiment ce sujet de se dire, viens, on crée un lien. Tu ne vas pas demander un mariage au premier rendez-vous. Alors, tu ne vas pas voir une fille, dire, tu veux te marier avec moi. Non, d'abord, qui tu es, qu'est-ce que tu veux dans la vie, ah, ok, vas-y, viens, ça correspond aussi à ce que moi je veux, etc., etc. Tu viens, on fait un deuxième rendez-vous, etc. Donc, en fait, tu as cette notion de à quel point tu vas réussir à créer un lien avant, effectivement, de te marier et de t'engager avec la personne. Donc, c'est ça qu'il faut voir, c'est que le copywriting, en fait, c'est avant tout une question de créer un lien avec la personne que d'essayer de vendre. Et le problème, c'est que moi, je vois de la plupart des copywriters et de la manière dont le copywriting est malheureusement enseigné, c'est que on va te vendre des techniques alors qu'il n'y a pas de technique. La seule technique qu'il y a, c'est à quel point tu vas créer la relation avec la personne. Le but, c'est de transformer des inconnus en gens qui te connaissent, de gens qui te connaissent en gens qui t'aiment, en gens qui t'aiment et qui t'aiment tellement qu'ils ont envie de t'acheter. Voilà, c'est ça en fait. Et ton but, ça va être de chauffer progressivement les gens. Mais il n'y a pas dans aucun monde, il y a une copie universelle qui marche partout. Dans aucun monde, il y a un framework, un acronyme qui fonctionne et qui est universel. Même AIDA, qui est un acronyme qui est assez connu, qui veut dire attention, intérêt, désir, action. Oui, c'est un acronyme qui est général, mais en fait, ça ne veut rien dire. Si tu mets rien à l'intérieur, ça ne sert à rien. Tu n'attires pas de la même manière l'attention de Dominique, qui a 60 ans et qui veut faire du sport parce qu'il a mal au dos et qui se rend compte qu'en fait, il faut qu'il se muscle le dos, que de Sonia, qui est working woman, qui a 30 ans et qui est à Paris, en fait. Tu vois, tu vois bien qu'en fait, ces deux personnages ne vont pas pouvoir, ces deux personnages, pardon, les personnages aussi, ne vont pas pouvoir être intéressés par les mêmes choses. Pareil, en termes intérêt. Donc, ton intérêt quand tu es Dominique, n'est pas le même que quand tu es Sonia. Probablement que si tu es Dominique, et en fait, ton intérêt, c'est de plutôt arrêter d'avoir mal au dos. Et Sonia, c'est peut-être de perdre des kilos. Et ton désir, c'est peut-être pour Dominique de pouvoir s'occuper de ses petits-enfants de manière pendant plus que 2 heures et pouvoir passer la journée avec eux et jouer au foot avec eux. Et alors que Sonia, elle, son objectif, c'est peut-être de se sentir plus à l'aise dans ses vêtements, par exemple. Donc, en fait, ou de se sentir mieux, de manger plus sainement. Bref. En fait, là, tu vois qu'il y a deux personnages, tu peux appliquer la même formule, mais tu ne mettras rien. Enfin, tu mettras des choses totalement différentes à l'intérieur de ces formules. Donc, c'est ça, en fait, le grand message autour de ça, c'est de se dire, OK, peu importe la personne que tu as en face de toi, il faut que tu arrives à comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Et c'est ça, le copywriting, avant d'être des techniques et des espèces de hacks. Il n'y a pas de raccourci dans à quel moment. Il n'y a pas de raccourci pour demander quelqu'un en mariage. En fait. Tu es obligé d'aller la voir, de t'intéresser à elle, de dire ah là 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 là. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Donc, mais en fait, le copywriting, c'est la même chose. Ouais, je voulais pas te couper, mais c'est exactement cet exemple-là. Tu vas pas. En plus, ouais, tu l'as dit, quoi. Ça peut vraiment se lier au côté séduction, quoi. C'est vraiment, tu vas pas demander à la première inconnue sa main, tu vois. C'est vraiment ce côté relationnel, et c'est ce que j'essaye aussi d'apprendre justement à mon audience, dans mes mails, que j'essaye aussi
de transmettre aussi à mes clients parce que encore aujourd'hui, alors je ne sais pas qui sont aujourd'hui tes cibles, on va en parler peut-être après, mais aujourd'hui, moi, je m'occupe justement des business, en fait, des infopreneurs, donc de certains infopreneurs qui me font confiance, évidemment, et avec eux, je m'aperçois que ils n'ont jamais forcément lié, tu sais, cette connexion, cette réelle relation avec leur audience. Parfois, ils ne savent même pas qui c'est. Donc, je leur dis, c'est à qui tu parles? Bon, alors, aux hommes, 50 ans, aux femmes, 45. Non, 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 mais tu vois, il faut reprendre les bases. Même pour eux, des entrepreneurs avérés, il y a des problèmes d'audience. Quand tu arrives dans leur liste email et que tu dois leur parler et que tu dois justement, comme tu disais, créer cette relation-là, même eux n'en ont pas conscience, en fait, de la puissance de créer cette relation parce que tu n'es plus vu comme un simple vendeur, justement, en disant, bah, ah, regarde, tu sais, le gros truc rouge là, mon offre, voilà, à moins 50%, 747 euros à la place, enfin 47 euros maintenant et tout. C'est beaucoup plus sur le côté, bah, j'ai une solution pour toi. C'est le pont entre guillemets, cette connexion et cette relation, c'est le pont entre tes clients, tes prospects et ta copie, tu vois, et ta vente. Ta copie, elle fait juste la transition entre les deux et ta relation avec eux, évidemment. Et comme tu l'as très bien dit, c'est pas juste une copie ou c'est la machine à cash. Et moi, je me suis lancé justement en documentant toute mon aventure sur YouTube, mais aussi pour montrer que, putain, le copywriting, bon, c'est une passion déjà premièrement, mais c'est pas un truc où tu rentres dedans et ça y est, tu deviens millionnaire, quoi. C'est un peu le côté on te vend ça. Tu vois, aujourd'hui, comme tu disais, les 10 techniques, le AIDA, le PAS, le Pastor, tous les trucs et tout. Mais au final, la base, l'ADN, c'est la relation. Tu vois. Et quand toi, tu construis ça avec ton audience, avec tes prospects, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, etc., bah, tu réussis là où les autres échouent parce qu'ils ne pensent qu'à vendre, finalement. Tu vois. Et puis, il ne faut pas croire, hein, tout le monde connaît Aïda. C'est pas parce que toi, tu as regardé une vidéo, des vidéos sur Aïda, il y en a mille, en fait. Hein. Ah, Donc, mais c'est ça. En fait, probablement que, en fait, ce que toi, tu dis, ton voisin, enfin, tu vois, il a le même Aïda, il a le même... il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci. Et c'est clairement ça, en fait. Et toi, aujourd'hui, donc, tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Et donc, explique-nous un petit peu déjà quels ont été tes challenges, premièrement, si tu en as eu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, alors, concrètement? Ouais. En fait, mon challenge, ça a été... Donc, moi, en fait, il faut savoir que j'ai construit mon audience, je répète, mais je trouve que c'est tellement important, pendant que j'étais salariée et pendant que je pouvais le faire. Donc, si ton audience, c'est des étudiants, bah, en fait, il faut qu'ils le fassent pendant leurs études. Si c'est des salariés, il faut qu'ils fassent pendant qu'ils sont salariés. En tout cas, construire une audience, ça prend du temps. Il ne faut pas le négliger. Et en fait, plus tu pourras te rémunérer en même temps que tu fais ce travail-là, et mieux ce sera. Donc, moi, j'ai passé 4 ans à créer cette audience-là. Aujourd'hui, j'ai lancé la manufacture du copywriting et qui est mon entreprise. Donc là, à l'heure où on parle, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais c'est fait à peu près une semaine. Ah, et félicitations, elle sort mercredi, si jamais. Et mon challenge principal, en fait, ça a été de trouver mon focus. En fait, moi, j'ai un problème qui n'est pas si fréquent que ça et qui est un vrai problème de riche, qui est que j'ai trop de gens qui me contactent pour du copywriting. Soit pour apprendre le copywriting, soit pour faire du copywriting. Bref, en fait, quand ils pensent copywriting, ils pensent Nina. Et moi, mon plus gros challenge, ça a été c'est toujours de trouver mon business model. Qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les matins en me levant? C'est juste ça. Ça, c'est le truc le plus important et j'invite tout le monde à se poser cette question, c'est qu'est-ce que vous voulez vous lever le matin? Est-ce que vous avez envie d'écrire pendant 7 heures? Est-ce que vous avez envie de parler pendant 7 heures? Et là, déjà, ça va te donner une indication de où est-ce qu'il faut que tu ailles un peu. Le deuxième, enfin, c'est pas un challenge, mais c'est un challenge que les gens rencontrent souvent, c'est je peux pas lancer ma boîte, j'ai pas de site internet. Je peux pas lancer ma boîte, j'ai pas de produit. Je peux pas lancer ma boîte. Non, en fait. Moi, j'ai lancé ma boîte avec une landing page. Genre, il y a une page de capture d'email, c'est tout. Et donc, il suffit, ça prend littéralement 5 minutes à faire et il n'y a pas besoin d'autre chose. En fait. C'est la seule chose qu'on a besoin pour lancer une boîte, c'est un outil de capture d'email et encore, c'est même pas sur une plateforme, ça suffit largement. Donc ça, c'est un challenge que je n'ai pas rencontré parce qu'en fait, dès le jour 1, même le jour J-7, j'avais déjà ce truc en tête et finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour se lancer, si ce n'est une connexion Internet, un ordinateur et une page de capture d'email, c'est pas mal.
Donc, voilà, ça, c'est les challenges que je n'ai pas rencontrés et comment je les ai surmontés. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme j'ai accompagné des entrepreneurs, ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais tu te rends compte j'ai pas de logo, j'ai pas de nom. Enfin moi le nom je m'en fiche. J'ai pris celui qui me semblait le mieux et je l'ai mis. Mais peut-être que demain ça changera. Le but là c'est pas d'avoir un super nom. Le but c'est juste d'avoir des clients. Donc voilà, il y a plein de gens qui ne me lancent pas parce que j'ai pas mon logo, parce qu'il faut un designer, parce qu'il faut aussi il faut que je choisisse ma couleur. Non, on s'en fout de tout ça. C'est pas le sujet. Tu pourras toujours le changer plus tard. Il faut mieux que tu lances le minimum viable en fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la partie qu'est-ce que je veux faire tous les matins en me levant. Donc, j'ai la chance d'avoir ce choix-là. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt compliqué quand on se lance parce que la plupart des gens se lancent sans avoir de clients. Moi, je me lance. Je savais que j'avais des clients qui attendaient sur le pas de la porte. En fait, j'attendais. C'était un peu comme un restaurant devant lequel il y a la queue. Bah, tu sais que le moment où tu ouvres, bah, tu as des gens, tu auras des commandes. La question, ça a été est-ce que je veux faire du copywriting? Est-ce que je veux me lever le matin, je veux écrire? Et en fait, moi, je me suis rendu compte que mon kiff, en fait, c'était d'enseigner. Et ça fait 4 ans que j'enseigne. Ça fait 4 ans que je travaille dans des organismes de formation. Et moi, j'aime enseigner et j'aime transmettre. Donc, en fait, je veux continuer à faire du copywriting pour moi, mais je veux majoritairement enseigner. Le copywriting, ça fait 5 ans que j'ai accumulé de la connaissance dessus. Maintenant, je pense que j'ai fait, en tout cas, dans un certain domaine, mes preuves sur le sujet. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est d'enseigner, c'est de transmettre et c'est voilà, d'aider des gens qui ont envie de faire mieux pour le coup sur le sujet-là. Donc il y a Plutôt deux des trucs. entrepreneurs, plutôt des gens qui veulent apprendre le copywriting ou plutôt vraiment une cible d'entrepreneurs qui veulent eux-mêmes écrire pour eux, finalement? À qui tu t'adresses? Ouais, très bonne question. C'est ça que je suis en train de déterminer. C'est Ok. mon persona. En fait, je sais pas. Alors, tu vois, par rapport à toi, sûr, ce sera pas des infopreneurs Mhm. parce que en fait, il faut aimer sa cible. Et c'est pas que j'aime pas les infopreneurs, mais c'est que en fait, enfin, moi, c'est pas ma cible en fait. Enfin, C'est c'est pas pas ta des gens cam, qui non, mais j'ai pas l'habitude de leur parler, je connais pas leurs problèmes. Les ouais. gens à qui j'ai l'habitude de parler, c'est des entrepreneurs de start-up Mhm. et les solopreneurs un peu, mais solopreneurs dans le sens, par exemple, la coach ou la kiné qui veut développer son audience, tu vois, ou l'artiste qui veut développer son audience, tu vois, pas forcément sur Internet, c'est des gens qui ont un Mhm. produit physique ou des choses comme ça, et les salariés. Donc là, Mhm. en fait, tu vois, j'ai déjà 3 personas pour le T'as coup, tout un et spectre, la ouais. question, c'est sur quoi j'ai envie de me concentrer. Aujourd'hui, je sais pas. En fait, sincèrement, je sais pas. Et en fait, quand on ne sait pas en copywriting comme ailleurs, il faut aller parler aux gens. Donc là, aujourd'hui, en ce moment, je fais que des calls. J'enchaîne les calls pour savoir ce que je vais dire. Et avec qui je veux parler, avec qui je veux travailler. Et il y a une dernière chose, si vous ne savez pas, enfin, les gens qui écoutent cette interview, si vous savez pas, en fait, si vous n'êtes pas amoureux de votre cible, ça ne sert à rien. En fait, il faut être amoureux des gens à qui tu t'en stresses. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant, je me rends compte d'une chose, c'est que moi, j'ai une grosse partie des gens qui m'achètent, c'est des femmes. Et notamment, tu vois, bah, ça paraît assez logique parce que c'est un combat, entre guillemets, que je porte. Mhm. Et typiquement, je suis amoureuse de la cause. Tu vois, pour moi, Mhm. c'est des gens que j'ai envie d'aider. Et j'ai envie d'aider ces gens-là. Alors, quand j'ai amoureuse, c'est au sens large. Mais en fait, j'aime leurs problèmes, j'aime leurs difficultés. Et tu vois, si je devais, là, tu vois, aider des gens, ce serait plutôt ça, pour le coup. Donc voilà, la question c'est pourquoi, c'est quoi Next Step, mais en tout cas c'est des questions que je me pose, donc c'est un peu Mhm. building public là ce que je suis en train de faire, je suis en train de transmettre les questions que je me pose et je le fais en toute transparence parce qu'en fait c'est un mythe aussi de croire que les gens savent très bien où ils vont. En fait les entrepreneurs ils ne savent pas où ils vont, hein, personne ne dit. Et c'est à quel point tu vas être capable en fait d'apprendre, mais personne ne sait où on va. Putain, mais merci, quoi. Mais merci. Je pense que là, tu vas soulager un grand nombre de gens, dont moi, mais je sais, on le sait, Putain, Moi t'es, je sais t'es pas, l'exemple même, mais vas-y, mais bas l'égoïsme, on y va, le logo, c'est bon, on s'en fout, le truc, on prend le minimum, on y va, on fonce, quoi. C'est vraiment ce côté avec l'itération, tu vois, on se voilà. lance, on y va, allez, Là, tu j'ai vois, pas on de produit, construit. tu vois. J'ai pas de produit fixe. Tu vois, j'ai pas Ah, passé le c'est top. million. J'ai juste eu des gens au téléphone. Des gens, ils m'ont dit, vas-y, j'ai envie qu'on bosse ensemble. J'ai dit, OK. Et donc, tu vois, là, du coup, sur le mois de novembre, je vais faire 10 000 euros. C'est mon premier mois Mhm. de chiffre d'affaires. Je vais faire 10 000 euros au mois de novembre. Mais parce que, Incroyable. en fait, j'ai pas attendu d'avoir un produit, d'être sûr de mon produit. Je leur ai vendu un produit de coaching. Mais si ça se trouve, en fait,
Ben, ils ne voudront pas du coaching, tu vois. Enfin, ça se trouve, en fait, là, j'ai vendu à certaines catégories de personnes, mais ça se trouve, demain, en fait, ce sera plus cette cible, ce sera plus ça. Et en fait, bon, tu vois, en fait, là, je suis en train de tâtonner. Je suis en train de voir ce qui marche, je suis en train de créer du contenu parce qu'en faisant du coaching, en fait, je crée du contenu avec la personne, donc c'est cool. Et en fait, avec le temps, ben, j'itère et je continue à faire. Et voilà. Et comment j'en suis arrivée là? Ben, parce que j'ai parlé à des gens, j'ai compris leurs problèmes et les gens se ressemblent, ils ont les mêmes problèmes. Et donc, clairement, le but, c'est de vendre. Quand tu te démarres, il faut que tu aies de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, en fait, tu vas être dans le mal. Si tu n'as pas d'argent, ça ne sert à rien de te dire je vais faire un machin, un truc, une vidéo, je vais faire un plateau télé, un studio. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas le faire. Enfin, l'argent, en fait, je dis pas que l'argent heureux, je dis que l'argent, en fait, il va te permettre d'accomplir des choses. Si tu n'as pas d'argent, tu vas être en galère et tu seras dans l'angoisse la plus totale. Donc, fais de l'argent avec le produit que tu peux vendre rapidement. Moi, c'était le coaching, c'est un produit rapidement go-to-market, pas de problème. Ça me fait de l'argent, ça me fait 10 000 euros. Et maintenant, si j'ai envie de faire un truc sur un plateau télé, machin, je sais pas trop quoi, avec une super caméra ou je sais pas trop quoi, bah, en fait, je pourrais le faire, tu vois. Mais d'abord, en fait, parce que même toi, émotionnellement, tu n'es pas confortable. Au-delà de l'aspect matériel de ce que tu vas pouvoir faire avec cet argent, c'est l'aspect. En fait, il faut être serein faut être le plus serein Pour possible. exploiter son plein potentiel, c'est ça. Exactement. Et si toi, tu es là en train de te demander comment tu vas bouffer à la fin du mois, et ben, en fait, tu as la corde au cou et en fait, tu risques d'abandonner et au bout d'un moment, en fait, tu vas lâcher l'affaire. Parce qu'au bout de 6 mois, si tu te dis que je dois sortir un produit pendant 6 mois et que pendant 6 mois, tu fais pas de chiffre d'affaires, bah, en fait, au bout de 6 mois, tu vas dire putain, mais en fait, est-ce qu'un jour je vais gagner de l'argent, quoi. Et alors que si tu prends le problème en main, tu dis vas-y, je fais de l'argent avec ce que je peux aujourd'hui, les clients que je trouve, je leur crée un produit qu'ils veulent rapidement, et ben vas-y, je fais ça. Et après, c'est comme ça en fait que derrière, tu peux, toi, être serein et derrière, potentiellement, avoir les moyens d'investir sur quelque chose qui te fera plus plaisir. Je suis speechless. Speechless. Non, mais c'est vrai, putain, ça fait du bien d'entendre ça, quoi. Merci, merci Nina, ça fait vraiment du bien de, tu vois, des gens, ils se prennent la tête pour des produits, pour des lancements, pour des catégories. Et en fait, il faut essayer, il faut se lancer, c'est la base, il faut essayer de se lancer, écouter ses clients, voir où ça mord, tu vois, finalement. Et c'est ce que je disais aussi, tu vois, moi j'ai un petit groupe de copywriters donc sur Facebook privé et on échange, donc j'ai créé ça et donc on échange ensemble et j'ai remarqué justement, j'ai pris une annonce en fait d'un copywriter qui avait écrit dans un groupe et j'ai dit mais voilà en fait la différence entre ces gens-là et nous c'est que ils attendent en fait tu vois les copywriters qu'ils attendent sur les plateformes sur 5 euros Malte et choses. Je dis pas que c'est mauvais mais je dis juste que t'es pas dans un esprit de chasseur donc c'est un petit peu le côté pêcheur chasseur hein, la métaphore mais c'est le côté tu peux pas te permettre comme toi Nina où tu as déjà des clients tu vas ouvrir ton restaurant et donc il va y avoir des clients qui vont rentrer mais si tu n'es pas le restaurant dans le domaine, il faut y aller. Il faut aller chercher tes clients, savoir ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il faut créer Si tu pour eux. ouvres ton restaurant au milieu de nulle part et que tu espères que les gens ils arrivent, en fait, ils n'arriveront pas, tu vois. Mais c'est ça. Donc, si tu ouvres ton resto en te disant vas-y, maintenant j'attends, c'est juste la pire chose que tu puisses faire. C'est exactement ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont ces croyances-là et qui ont ce comportement. Ils se lancent, ils se disent, moi je suis entrepreneur, là je me lance sur les plateformes, j'attends. Et ils se regardent voilà, dans la glace 6 mois plus tard, j'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde. Et donc je retourne soit dans le salariat, soit je vais au chômage, soit je me déteste en fait parce que je n'ai aucun résultat. Et donc ils baissent en plus de ça dans leur confiance, dans leur estime de soi. Et en final, Oui, c'est c'est ça. une spirale descendante, quoi. Tu vois, c'est vraiment cette C'est ça. spirale descendante. Et donc, merci Et beaucoup aussi, pour autre chose avec le fait de créer une audience, c'est que plus tu crées une audience, plus tu reçois de l'amour. Donc, même si tu ne reçois pas d'argent, au moins tu reçois de l'amour. Au moins, Et ça, c'est le minimum. et ça, en termes de confiance en toi, non, mais en termes de confiance en toi, alors quand je dis de l'amour, c'est au sens large, mais en fait, si tu donnes aux gens du contenu, de la qualité et que tu leur apportes de la valeur, tu auras des gens qui vont te suivre, en fait. Tu vois, toi, il y a des gens qui sont abonnés à ta chaîne parce que tu donnes du contenu, c'est de la qualité, que tu les fais kiffer, que tu les écoutes et probablement que tu as des messages de gens qui te disent ah, j'ai regardé ta dernière vidéo, elle est trop sympa. Et même si c'est pas ton cas parce que tu vis de ton activité, mais même si tu n'avais pas tu fais pas ton activité, en fait, au Vrai. moins, ça te permet de mettre de l'essence dans le moteur Mhm. et aussi, tu vois, de sentir que tu transmets, qu'il y a quelque chose. Et même si c'est pas de l'argent tout de suite, déjà, tu as quelque chose, en fait, avec Ouais, lequel qui te valorise. clairement.
C'est important, tu as dit un mot important, c'est à quel point tu te valorises et à quel point tu as une bonne estime de toi, parce que pour entreprendre, il y a quand même ce truc-là. En fait, il faut que tu aies confiance en toi pour vendre. Mais pour avoir confiance en toi, si toi, tu n'as pas du tout confiance en toi, c'est un peu compliqué. Et si au bout de 6 mois, tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, bah, tu perds confiance en toi. Et ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver, parce que le jour où tu arrives devant ton client et que tu dois faire ta négociation, bah, le client, il va dire, bon, bah, ok, je te paye, je sais pas moi, 50 € par jour, tu vas faire quoi? Tu vas dire oui parce que tu te sens nul. Alors que si tu sais qu'en fait, la valeur que tu as et que tu apportes vraiment de la valeur et que tu apportes vraiment du résultat, bah, finalement, tu vas être beaucoup plus fort dans ta négo, en fait. Ouais, clairement. Merci beaucoup pour tous ces insights. Tu m'avais dit donc que tu avais 1 heure, il est déjà 17h20. Tu as encore quelques minutes? Il faut que je décolle bientôt. Ah ouais, alors on va faire très très vite. Juste une dernière question. Si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui, d'accord? À zéro, qu'est-ce que tu ferais? Je te laisse la parole. Prends le temps. Je ferai la même chose que ce que j'ai fait. Alors, je trouverai un job en CDI parce que j'ai plus de CDI. Ah ouais, c'est vrai ça. J'ai quitté mon CDI, donc je prendrai un job en CDI. Première chose. Pendant, allez, 6 mois, je travaillerai mon audience. Je ferai en sorte d'avoir une audience, allez, 500 emails. J'essaierai de vendre un produit sur ces 500 emails. J'essaierai de trouver, en fait, pendant ce temps-là, en fait, j'irai parler à ces 500 personnes. Donc, je ferai des calls, au moins 4 calls par semaine de 30 minutes. Je ferai des calls avec ces gens-là. Qui tu es, pourquoi tu me lis, c'est quoi ton intérêt, pourquoi tu es là. Et donc, je ferai des calls. Ça, je ferai ça pendant, allez, 6 mois. Au bout de 6 mois, donc, imaginons que j'ai atteint 500 emails. J'essaie de trouver un mini-produit. OK, maintenant, si je crée ce produit-là, est-ce que tu l'achètes? Oui, non, je teste un petit peu, je continue au téléphone. Je crée une page de vente avec le produit avec lequel que j'ai construit avec mon audience. Donc, ça peut être moi, tu vois, imaginons que ce soit du coaching. Donc, 5 séances de coaching pour publier sur LinkedIn, pour améliorer ta marque personnelle sur LinkedIn, imaginons. Moi, c'est un peu les gens, c'est sur ça qu'ils m'ont identifié. OK, le pricing, si je le fais à 1 500 €, est-ce que tu achètes? Oui, oui, c'est bon, j'achète. OK, je raccroche. OK, j'ai 3 personnes à qui j'ai réussi à vendre comme ça. Potentiellement, ça peut le faire. Je fais une page de vente. Page de vente, bouton. Je regarde le taux de conversion. J'améliore la page de vente, j'améliore la page de vente. Voilà. Bon, après, ça dépend jusqu'à quel point ta boîte t'autorise à faire ça ou pas. Donc, en fait, la seule chose qui détermine, c'est à quel moment, en fait, tu quittes ta boîte. Genre, voilà. Moi, je quitterai ma boîte. Enfin, il vaut mieux la quitter le plus tard possible. Parce qu'en fait, il vaut mieux quitter ta boîte quand tu fais déjà un chiffre d'affaires. Quand tu fais déjà un chiffre d'affaires par toi-même, en fait. Si tu arrives au niveau de ton salaire en chiffre d'affaires, bah, c'est bon, en fait, là que tu peux partir. Donc, moi, c'est ça, en fait. Ce que je ferais, c'est que je ferai un CDI. CDI, je ferai une audience. Avec une audience, je ferai un produit. Avec ce produit, je verrai s'il peut se vendre en ligne. En fait, je verrai s'il y a des gens qui cliquent. J'améliorerai la page de vente. Je vendrai. Et en fait, bah, je partirai au moment où ça prend trop de temps que je ne peux pas le gérer en projet parallèle, en fait. Jusqu'à ce que ça me prenne plus de 15 heures par semaine. Voilà. Et ça arrive vite, 15 heures par semaine. Nina, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces insights, vraiment, du plus profond de mon cœur. Tu sais, tu m'as donné plein d'insights, je vais les utiliser. Je n'y avais jamais pensé clairement d'appeler même mes abonnés à ma liste email. Je vais leur écrire ce dimanche, je vais leur dire, vous me passez votre numéro, je vais les hold up, vous me passez votre numéro, on s'appelle. Je veux tout savoir. Je veux savoir justement parce que je vais bientôt lancer moi mon premier produit. Donc c'est clairement super intéressant ce que tu m'as dit. C'est vraiment super intéressant. J'espère que ça va pouvoir aider justement l'audience qui nous écoute, qui nous regarde. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Nina, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Une citation, une inspiration? Prends le temps. Est-ce que j'ai une citation? Une inspiration, il y a... Une inspiration? Bof. Bah, garder la pêche. Est-ce que tu as pris plaisir? Garder la pêche, est-ce que tu as pris plaisir sur cette chaîne? C'est ça. Garder la pêche, manger des poires. Et puis voilà, c'est sympa comme citation de fin, non? Garder la pêche, manger des poires. Voilà. Garder la pêche, manger les poires. Merci beaucoup, Nina. C'était un plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour recevoir mes mails privés qui s'appellent La Source. Et
je vais vous appeler, je vais vous phone, d'accord, comme les conseils de Nina. Et voilà, merci beaucoup. Pensez à vous abonner. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne Hero Mike. Ciao. Oui. Ciao.